Mon petit ami depuis un mois m'a demandé en mariage sur mon lieu de travail après que j'ai refusé d'emménager avec lui, et il est ensuite devenu un harceleur lorsque j'ai dit non. J'ai 40 ans et j'ai besoin d'une perspective sur ma situation actuelle, car tout est devenu incontrôlable si rapidement que j'ai du mal à suivre. J'ai rencontré Tom, 57 ans, il y a environ un mois lors d'un dîner organisé par notre ami commun, Marc. Je ne comptais même pas assister à cette soirée, car j'avais une présentation le lendemain, mais Marc a insisté en disant que j'avais besoin de sortir davantage après ma rupture. J'avais mis fin à une relation de 5 ans avec mon ex il y a environ 6 mois, honnêtement, je ne cherchais pas à sortir avec quelqu'un. Lors de la fête, Tom a immédiatement attiré mon attention. Il était charmant, bien habillé et avait une attitude confiante. Malgré la différence d'âge de 17 ans, il avait une énergie jeune qui attirait les gens. Nous avons fini par parler pendant des heures de tout, des voyages aux affaires. Il m'a dit qu'il possédait une entreprise prospère opérant dans plusieurs États et qu'il venait d'acheter une belle maison en banlieue. Je travaille dans le marketing d'entreprise en ville, et il semblait vraiment intéressé par mon travail, posant des questions réfléchies sur mes objectifs professionnels. À la fin de la soirée, nous avons échangé nos numéros. Il m'a envoyé un message dès que je suis rentrée chez moi, disant à quel point il était heureux de m'avoir rencontré. Nous avons planifié notre premier rendez-vous pour le week-end suivant. Il m'a emmené dans un restaurant français chic du centre-ville et a insisté pour tout commander, y compris une bouteille de vin à $200. Lorsque l'addition est arrivée, j'ai proposé de partager les frais, mais il s'est presque offensé et a déclaré qu'un vrai gentleman paye toujours. Avec le recul, c'était probablement le premier signal d'alarme que j'ai ignoré. Le lendemain, il a envoyé un énorme bouquet de roses à mon bureau. Mes collègues ont trouvé cela romantique, mais cela m'a mise un peu mal à l'aise, car nous n'avions eu qu'un seul rendez-vous. Malgré cela, j'ai accepté un deuxième rendez-vous la même semaine. À la fin de notre première semaine de rendez-vous, Tom me disait déjà qu'il m'aimait. Ce n'était pas simplement des « je t'aime » occasionnels, il a prononcé un discours entier sur le fait qu'il n'avait jamais ressenti cela auparavant et qu'il savait que j'étais la bonne. J'ai essayé de rire en disant que c'était trop tôt, mais il est devenu très sérieux et a dit « quand on sait, on sait ». À partir de là, tout a commencé à aller à une vitesse vertigineuse. Il voulait me voir tous les jours. Si j'avais des plans avec des amis, il essayait de se joindre à nous ou de me convaincre d'annuler. Il a commencé à faire des projets pour l'avenir sans me consulter d'abord, réserver des week-ends, faire des réservations pour des dîners des semaines à l'avance et même parler de quelle pièce de sa maison serait mon bureau lorsque j'emménagerais. Lorsque j'exprimais des doutes sur l'un de ses plans, il se fâchait et m'accusait de ne pas être prête pour une relation sérieuse. J'ai essayé de lui expliquer que je voulais prendre les choses lentement parce que ma dernière relation s'était mal terminée. Mon ex et moi avions vécu ensemble pendant 3 ans avant que je ne découvre qu'il me trompait avec une collègue. Tom a utilisé cette information contre moi, disant que je laissais les problèmes de ma relation passée m'empêcher d'accepter le véritable amour. Malgré mes réticences, je passais de plus en plus de temps chez lui. Il vivait à 1 heure de la ville, dans une belle maison, et insistait pour que je reste dormir. Il m'a laissé la moitié de son placard et de ses tiroirs, a acheté des articles de toilette en double et m'a même offert une tasse à café avec mon nom dessus. Lorsque je lui ai dit que c'était trop tôt, il m'a accusé d'être ingrate et a dit qu'il essayait seulement de me faire sentir chez moi. La semaine dernière, j'ai vraiment ouvert les yeux sur à quel point il pouvait être contrôlant. Je devais assister à un événement corporatif important à Chicago, quelque chose que je lui avais mentionné des semaines à l'avance. C'était une grande opportunité pour ma carrière, car je faisais une présentation à des clients potentiels qui pourraient rapporter des millions à notre entreprise. Dès que j'ai atterri, les messages ont commencé. Il voulait des mises à jour constantes sur ce que je faisais, avec qui j'étais et quand je serais disponible pour parler. Pendant une présentation cruciale, mon téléphone ne cessait de vibrer. Je l'ai mis en mode silencieux, mais je voyais constamment l'écran s'illuminer sur la table. Quand j'ai finalement vérifié pendant une pause, il y avait 37 messages de Tom. Il commençait par « je t'aime et tu me manques », mais se transformait rapidement en accusations selon lesquelles je l'ignorais et flirtais probablement avec d'autres hommes à la conférence. Je suis sortie pour l'appeler brièvement, essayant de lui expliquer l'importance de ces réunions. Il m'a dit que si je me souciais vraiment de lui, je prendrais le temps de le contacter au moins 1 fois par heure. Quand je lui ai dit que ce n'était pas possible, il s'est fâché et a dit que c'était bon, qu'il me laisserait seule pour le reste de la semaine, puisque mes sentiments n'étaient clairement pas sincères. Les choses se sont encore aggravées quand je suis rentrée chez moi. J'avais prévu d'assister à un concert avec ma meilleure amie, Sarah, samedi soir. Nous avions acheté les billets des mois auparavant, et j'en avais parlé à Tom lorsque nous nous étions rencontrés. Il avait dit que c'était bien, car un de ses amis de l'université lui rendrait visite ce week-end-là.
Nous avions prévu de nous voir après le concert. Pendant tout le concert, il a continué à m'envoyer des messages pour demander à quelle heure cela finirait. Sarah a remarqué que je consultais constamment mon téléphone et m'a dit que cela semblait excessif. Après le concert, Sarah et moi avions faim et avons décidé d'aller dîner dans un restaurant proche. J'ai envoyé un message à Tom avec notre emplacement et l'ai invité à se joindre à nous, mais il a refusé, disant qu'il était dans un bar à 30 minutes de là, ce qui apparemment était le plan original que j'avais ruiné. Je lui ai expliqué que nous pourrions le rejoindre après avoir mangé, mais il s'est encore plus fâché. Vers minuit, il a commencé à exiger que je vienne chez lui. Sarah et moi étions venus dans sa voiture, et elle habitait près de chez moi en ville. Cela n'avait aucun sens de conduire 1 heure jusqu'à sa maison à cette heure-là, surtout que je devais me lever tôt pour travailler le lendemain. Quand je lui ai dit cela, il a complètement perdu le contrôle. Il m'a envoyé des messages en rafale, me traitant d'égoïste, disant que je détruisais notre relation et que si je l'aimais vraiment, je ferais l'effort de venir le voir. Quand j'ai cessé de répondre, il a commencé à m'appeler de manière répétée jusqu'à ce que j'éteigne mon téléphone. Le lendemain matin, il s'est présenté à mon appartement sans prévenir avec des fleurs et des larmes dans les yeux. Il s'est excusé et a dit qu'il n'avait agi de cette manière que parce qu'il m'aimait tellement et avait peur de me perdre. Mais, quelques minutes après que j'ai accepté ses excuses, il a commencé à parler de la façon dont je devais montrer plus d'engagement envers la relation. Il m'a dit qu'il avait déjà annoncé à sa famille que je déménagerais bientôt avec lui. Quand je lui ai dit que c'était beaucoup trop tôt pour vivre ensemble après seulement 1 mois de relation, il s'est encore énervé et a dit que je le trompais et que je jouais avec ses émotions. Mes amis, en particulier Sarah, sont préoccupés par son comportement. Ils pensent qu'il avance beaucoup trop vite et montre des tendances contrôlantes. Sarah a souligné comment il essaie de m'isoler d'eux et utilise la culpabilité pour me manipuler quand je ne fais pas ce qu'il veut. Je veux avoir une conversation sérieuse avec lui sur le fait d'établir des limites et de prendre les choses calmement, mais chaque fois que j'essaie, il retourne la situation et me fait me sentir coupable de ne pas égaler son niveau d'engagement. Je commence à me sentir piégée, et nous ne sortons ensemble que depuis 1 mois. Comment gérer cette situation sans déclencher une autre explosion? Mise à jour. Je tiens à remercier tous ceux qui ont commenté ma publication initiale. Vous m'avez tous aidé à comprendre que le comportement de Tom n'était pas seulement trop rapide, mais aussi dangereux. J'ai suivi le conseil de nombreux d'entre vous de le rencontrer dans un lieu public pour discuter des limites. J'ai choisi un café animé au centre-ville à l'heure du déjeuner, pensant que la foule aiderait à maintenir les choses civilisées. Je me suis trompée. Je suis arrivée tôt et ai choisi une table près du comptoir où les baristas pouvaient nous voir. Tom est arrivé avec 20 minutes de retard, déjà visiblement agité. Apparemment, il était passé devant mon appartement plus tôt et, en voyant que ma voiture n'était pas là, avait pensé que j'essayais de l'éviter. Je ne lui avais dit dans quel café nous nous rencontrerions qu'1 heure avant, car j'avais récemment ressenti une gêne à partager mes plans avec lui. J'ai essayé de commencer la conversation calmement. J'avais même écrit des points que je voulais aborder, en essayant d'être juste mais ferme. Je lui ai expliqué que, même si je tenais à lui, son comportement me mettait mal à l'aise. J'ai mentionné des exemples précis, les messages constants pendant mon voyage d'affaires, ses apparitions non annoncées chez moi, ses pressions pour que j'emménage avec lui après seulement 6 semaines de relation, et ses tentatives de contrôler avec qui je passais mon temps. Sa réaction a été terrifiante. Tout d'abord, il est resté assis à me regarder, le visage devenant de plus en plus rouge. Puis, il a commencé à pleurer, non pas des larmes silencieuses, mais des sanglots dramatiques qui ont attiré l'attention de tous dans le café. Il répétait que je lui brisais le cœur et qu'il ne pouvait pas croire que je lui faisais ça. Il a dit qu'il avait déjà dit à toute sa famille que nous emménagerions ensemble, que sa mère préparait une fête pour m'accueillir, et qu'il avait même commencé à rénover son bureau à domicile pour qu'il soit parfait pour moi. Quand j'ai essayé de lui expliquer que faire ses projets sans me consulter faisait partie du problème, il est soudainement passé de pleurer à être furieux. Son attitude a complètement changé, et il m'a accusé de voir quelqu'un d'autre, exigeant de savoir qui c'était. Est-ce quelqu'un du travail? Est-ce Marc, celui qui nous a présentés? Quand j'ai nié cela, il m'a traité de menteuse et a dit que les femmes de mon âge devraient se sentir reconnaissantes qu'un homme aussi réussi que lui veuille s'occuper d'elles. La situation s'est intensifiée lorsque j'ai essayé de partir. Il m'a attrapé par le bras avec une telle force qu'il m'a laissé des marques et a dit que nous n'avions pas fini de parler. Un jeune barista a remarqué la scène et s'est approché pour me demander si tout allait bien. J'ai profité de cette interruption pour me libérer de Tom et me diriger vers la porte, mais il m'a suivi, provoquant encore plus de scandale. Je pensais que ce serait la fin, mais j'avais complètement tort. Cette nuit-là, les messages ont commencé, des centaines d'entre eux, provenant de numéros différents,
car j'avais bloqué son numéro principal. Ils allaient de longues excuses et déclarations d'amour à des accusations furieuses et des menaces. Il disait que, si je ne débloquais pas son numéro, il continuerait à venir chez moi jusqu'à ce que je lui parle. Il a même envoyé plusieurs emails à mon adresse professionnelle. Le lendemain matin, j'étais à mon bureau en train de travailler lorsque ma collègue Janet est entrée précipitamment en disant que Tom était dans le hall. Avant que je ne puisse réagir, il avait passé la sécurité et marchait vers mon bureau avec un énorme bouquet de roses. À ma grande horreur, il s'est agenouillé là, au milieu du bureau, a sorti une boîte avec une bague et a commencé à faire un discours pour me prouver son amour. Mes collègues filmaient probablement, pensant que c'était un geste romantique. Je me suis sentie mortifiée et l'ai rapidement emmené dans une salle de réunion vide, lui disant que c'était complètement inapproprié. Je lui ai dit fermement qu'il devait partir, mais il a refusé, disant qu'il attendrait toute la journée si nécessaire. Il a fini par rester assis dans le parking pendant des heures. Janet et 2 autres collègues ont dû former un groupe pour m'escorter jusqu'à ma voiture. Lorsque Tom nous a vus, il a commencé à crier que je montais tout le monde contre lui et qu'il ne permettrait pas que je détruise ce que nous avions. Finalement, la sécurité l'a escorté hors de la propriété, mais le mal était déjà fait. Le lendemain, ma patronne m'a convoqué dans son bureau. Elle a été très compréhensive, mais préoccupée par la sécurité sur le lieu de travail. Elle m'a proposé de m'aider à obtenir une ordonnance de protection et a dit qu'il mettrait à jour les protocoles de sécurité. Je me suis effondrée en larmes dans son bureau, lui racontant finalement tout ce qui se passait. Notre ami commun, Marc, m'a appelé cette nuit-là avec des nouvelles inquiétantes. Tom l'avait harcelé d'appels et de messages, posant des questions détaillées sur mon emploi du temps, où j'allais après le travail, dans quel supermarché je faisais mes courses, des choses bien au-delà d'une inquiétude normale. Marc était suffisamment inquiet pour me prévenir. J'ai bloqué Tom partout, mais il trouve encore des moyens de me contacter. Il a créé de nouvelles adresses e-mail, utilise différents numéros de téléphone, et a même contacté d'autres amis pour leur demander de me transmettre des messages. Il a publié des choses à mon sujet sur les réseaux sociaux, se présentant comme la victime d'une femme froide qui a peur du véritable amour. Certains membres de sa famille m'ont également envoyé des messages, disant que je faisais une énorme erreur et que je devrais lui donner une autre chance. J'ai commencé à tout documenter, capture d'écran des messages, date et heure des incidents, photos des ecchymoses qu'il m'a laissées au café. Mon frère m'a suggéré d'obtenir une ordonnance de protection, et après aujourd'hui, j'y pense sérieusement. Je n'arrive pas à croire à quelle vitesse tout cela est devenu incontrôlable. Il y a 1 mois et demi, je pensais avoir rencontré un homme charmant et réussi, et maintenant j'ai peur de marcher seule jusqu'à ma voiture. La situation avec Tom a pris un tournant encore plus sombre que ce à quoi je m'attendais. Après l'avoir bloqué et avoir déposé un premier rapport à la police, les choses semblaient s'être calmées pendant environ 1 semaine. J'ai commencé à me sentir un peu plus normale, bien que je sois restée prudente. Cependant, des choses étranges ont commencé à se produire autour de mon appartement. Au début, il s'agissait de petites choses, presque au point que je pouvais me convaincre que je me faisais des idées. Par exemple, mon tapis de bienvenue était légèrement déplacé lorsque je rentrais du travail. Le journal se trouvait à un endroit différent de celui où il avait été livré. Un matin, j'ai trouvé ma poubelle de recyclage déplacée du côté gauche de mes marches au côté droit. J'ai commencé à prendre des photos de l'état des choses avant de partir travailler, juste pour me prouver à moi-même que je n'étais pas paranoïaque. Lundi dernier, j'ai trouvé un bouquet de roses rouges sur ma voiture, du même type que celui que Tom avait apporté à mon bureau lors de sa déclaration. Il n'y avait aucune note, mais je savais que c'était de lui. Cette même nuit, j'ai remarqué une voiture similaire à la sienne garée dans la rue. Lorsque je suis sortie pour promener mon chien une dernière fois, la voiture n'était plus là, mais j'ai ressenti cette horrible sensation que quelqu'un m'observait. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là et j'ai fini par commander un système de caméras de sécurité sur Amazon avec une livraison le lendemain. Mon frère est venu le jour suivant pour m'aider à les installer, une face à ma place de stationnement et une autre à ma porte d'entrée. J'aurais préféré ne pas avoir regardé les enregistrements après la première nuit. Les caméras ont capté Tom venant à mon appartement presque toutes les nuits, entre 2 et 4 heures du matin. Il restait là, dans l'ombre, parfois pendant des heures, regardant vers mes fenêtres. Dans une vidéo, il a même pressé son visage contre la fenêtre de mon salon, essayant de regarder à travers une ouverture dans les rideaux. Le plus effrayant a été de réaliser que cela se produisait probablement depuis des semaines avant que j'installe les caméras. J'ai immédiatement apporté les enregistrements au poste de police tout en demandant une ordonnance restrictive. L'agent m'a révélé quelque chose qui m'a glacé le sang, ce n'était pas le premier cas impliquant Tom. Il avait 2 ordonnances restrictives antérieures contre lui,
dans différents États, une en 2018 et une autre en 2020, toutes deux de la part d'anciennes compagnes. L'agent m'a dit qu'ils accéléreraient ma demande étant donné ses antécédents. Mais les révélations ne se sont pas arrêtées là. Marc, notre ami commun, a décidé d'enquêter un peu plus et a découvert que Tom avait menti sur presque tout. Il n'était pas propriétaire d'une entreprise prospère comme il le prétendait, il travaillait comme représentant commercial pour une société et n'occupait même pas un poste de gestion. La maison qu'il disait être la sienne était en réalité louée. Lorsque Marc l'a confronté à ses mensonges, Tom a essayé de se justifier en disant qu'il prétendait être plus accompli parce qu'il pensait que c'était ce que les femmes de mon âge attendaient. Mais le plus grand choc est survenu lorsque Marc a découvert que Tom était encore légalement marié. Sa femme vivait en Floride, et bien qu'ils soient séparés depuis 3 ans, ils n'avaient jamais finalisé le divorce. Marc a découvert cela par l'intermédiaire d'un ami commun de leur groupe d'anciens élèves. Apparemment, lors de la fête où nous nous sommes rencontrés, Tom avait dit à certaines personnes qu'il était divorcé et à d'autres qu'il n'avait jamais été marié, manipulant soigneusement différentes versions de l'histoire pour que personne ne découvre la vérité. Quand j'ai confronté Tom avec ces informations par email, puisque je l'avais bloqué sur toutes les autres plateformes, il s'est complètement effondré. Il a créé des dizaines de nouvelles adresses email pour me contacter. Certains messages étaient extrêmement longs, contenant des milliers de mots, dans lesquels il essayait de donner des explications élaborées à ses mensonges. Il disait que son mariage était terminé depuis des années, que sa femme refusait de signer les papiers de divorce, qu'il avait menti sur son travail par honte, et que rien de tout cela ne changeait la sincérité de ses sentiments pour moi. Ensuite, les messages ont pris une tournure plus sombre. Il a commencé à menacer de revenir sur mon lieu de travail, disant que, si je ne lui parlais pas volontairement, il me forcerait à l'écouter. Il a envoyé des emails à toute mon équipe au travail, affirmant que j'étais mentalement instable et faisant de fausses accusations contre lui. Lorsque cela n'a suscité aucune réaction de ma part, il a d'une manière ou d'une autre trouvé mes parents sur Facebook et leur a envoyé de longs messages, disant que je faisais une erreur et qu'ils devaient l'aider à me sauver de moi-même. Le point de rupture a été lorsqu'il m'a envoyé des captures d'écran de conversations privées que j'avais eues avec des amis sur les réseaux sociaux. Ces conversations provenaient de comptes auxquels il n'aurait pas dû avoir accès. Je ne sais pas comment il les a obtenues, mais cela m'a fait réaliser à quel point il était obsédé par le fait de surveiller chaque aspect de ma vie. L'ordonnance restrictive est en cours, mais mon avocat dit que cela pourrait encore prendre quelques jours. En attendant, je me suis temporairement installée chez mon frère et sa femme. Je travaille à distance, et mon entreprise a été incroyablement compréhensive face à la situation. Ils m'ont même proposé un transfert vers notre bureau à Seattle si je souhaitais recommencer à zéro. Je me sens comme si je vivais un cauchemar. Comment n'ai-je pas vu autant de signaux d'alarme ? Comment n'ai-je pas réalisé que cet homme charmant et apparemment accompli était en réalité un menteur manipulateur et un harceleur ? La police m'a averti que des personnes comme Tom arrêtent rarement d'elles-mêmes et que son comportement pourrait encore s'intensifier lorsqu'il réalisera qu'il perd le contrôle. Je documente tout et prends toutes les précautions possibles, mais je reste terrifiée. J'espère seulement que ce chapitre de ma vie se terminera bientôt, pour que je puisse retrouver ma paix et ma sécurité. Mise à jour finale. Je souhaitais partager une mise à jour finale sur ma situation, car les événements des dernières semaines m'ont apporté un certain apaisement, bien que pas de la manière à laquelle je m'attendais. L'ordonnance restrictive a été accordée, et j'ai déménagé dans un nouvel appartement situé dans un immeuble sécurisé, avec une surveillance 24h24 et un accès uniquement par clés électroniques. Mon entreprise a été formidable tout au long de ce processus. Ils ont approuvé ma demande de travailler à distance la plupart des jours et ont mis en place des mesures de sécurité supplémentaires pour les jours où je dois être au bureau. Malheureusement, Tom n'a pas respecté l'ordonnance restrictive. La première violation a eu lieu 2 semaines après sa mise en place. Il a attendu devant mon nouvel immeuble pendant des heures, essayant de suivre les résidents pour entrer. La sécurité l'a surpris et a appelé la police, mais il n'a reçu qu'un avertissement. La deuxième fois, il a réussi à entrer dans l'immeuble en prétendant être un livreur. Il est parvenu jusqu'à mon étage avant qu'un autre résident ne signale une personne suspecte. Cette fois, lorsque la police est arrivée, ils l'ont arrêté. Pendant qu'il était en détention, purgeant une peine de 30 jours pour violation de l'ordonnance restrictive, j'ai reçu un email inattendu d'une femme nommée Rebecca. Elle s'est présentée comme la femme de Tom, et non son ex-femme, comme il me l'avait affirmé. Rebecca a découvert ma situation par l'intermédiaire d'un membre de la famille de Tom et a voulu m'avertir sur son comportement répétitif. Selon Rebecca, je n'étais pas la première femme à subir cela. Leur mariage s'est effondré il y a 3 ans lorsqu'elle a découvert que Tom fréquentait plusieurs femmes dans différentes villes, disant à chacune qu'il était célibataire ou divorcé.
Il les submergeait de démonstrations intenses d'amour pendant quelques semaines ou mois, exerçait une pression pour obtenir un engagement sérieux très rapidement, puis devenait contrôlant et obsessionnel. Lorsque les femmes tentaient de le quitter, il les harcelait et cherchait à ruiner leur vie. Rebecca tentait de divorcer de lui depuis 2 ans, mais Tom retardait constamment le processus en refusant de signer les papiers ou en ne se présentant pas aux audiences. Elle-même avait une ordonnance restrictive contre lui après qu'il ait pénétré par effraction chez elle une nuit. Rebecca m'a envoyé des copies de rapports de police et de documents judiciaires qui montraient clairement une escalade de son comportement au fil des années. La partie la plus inquiétante a été d'apprendre ce qui était arrivé à la dernière femme avec qui il était avant moi. Elle a dû déménager dans un autre état et changer de nom après que Tom ait continué à apparaître sur son lieu de travail et à harceler sa famille. Rebecca m'a averti que Tom semblait devenir de plus en plus dangereux à chaque relation et que son séjour en prison ne le dissuaderait probablement pas longtemps. J'ai transmis ces informations à mon avocat et à la police. Ils travaillent maintenant à construire un dossier plus solide contre lui, surtout parce que cela démontre un schéma clair de harcèlement à travers plusieurs États. Mon avocat pense que nous pourrions obtenir une ordonnance de protection à plus long terme lorsqu'il sera libéré. J'ai encore déménagé, cette fois en acceptant l'offre de mon entreprise de me transférer dans leur bureau à Seattle. Je n'ai dit à personne, sauf à ma famille proche, où j'allais. J'ai changé mon numéro de téléphone, supprimé toutes mes comptes sur les réseaux sociaux et en ai créé de nouveaux sous un autre nom. Mon frère m'a aidé à vérifier mes appareils pour détecter d'éventuels logiciels de suivi que Tom aurait pu installer. Toute cette expérience m'a laissé avec de l'anxiété et des problèmes de confiance que je n'avais jamais connus auparavant. Je sursaute au moindre bruit inattendu et je regarde constamment par-dessus mon épaule. Mais je suis aussi plus forte qu'il y a 3 mois. J'ai appris à faire confiance à mon instinct quand quelque chose ne semble pas juste, peu importe à quel point une personne peut paraître charmante au départ. Je partage cette mise à jour finale non seulement pour clore ce chapitre, mais aussi comme un avertissement pour les autres. Les démonstrations d'amour exagérées et la pression pour des engagements rapides ne sont pas romantiques, ce sont des signaux d'alarme. J'aurais aimé les voir plus tôt, mais je suis reconnaissante d'être sortie de cette situation quand je l'ai fait. La police m'a dit que ces situations se terminent souvent par de la violence si elles ne sont pas arrêtées à temps. Je suis maintenant en sécurité, en train de reconstruire ma vie dans une nouvelle ville et de me concentrer sur ma guérison. Merci à tous ceux qui m'ont soutenue pendant ce cauchemar. Vos conseils et mots d'encouragement m'ont aidé à trouver la force de sortir d'une situation dangereuse avant qu'il ne soit trop tard.